Bien, nous allons passer la parole à Madame Ferstheim et à Dominique Royer sur l'impact des traitements d'hyperstimulation en fécondation in vitro sur le profil d'expression. Merci. Je remercie tout d'abord le laboratoire Ferring pour m'avoir invité et pour me permettre de vous parler effectivement de l'impact des traitements d'hyperstime en AMP sur le profil d'expression des gènes des cellules de cumulus. Donc en AMP, rapidement, les gonadotrophines et les stimulations sont là pour permettre la croissance et la maturation d'un grand nombre de follicules de manière à pouvoir obtenir plusieurs ovocytes fécondables. Et l'action de ces hormones gonadotropes n'est pas directe sur l'ovocyte, mais va passer via les cellules du cumulus. Premièrement, la FSH va avoir une première action qui va induire l'expansion du cumulus et qui va également permettre l'expression des récepteurs à l'ALH et à la progestérone à la surface de ces cellules. Et elle permet également, via donc le cumulus, la maturation de l'ovocyte. Ensuite, la LH ou l'HCG vont permettre, via des mouvements calciques, le déclenchement de l'ovulation, la synthèse de progestérone et la fin de la maturation ovocytaire qui accompagne l'ovulation. Et cela va notamment se faire grâce à l'expression d'un certain nombre de gènes qui sont spécifiques dans les cellules de cumulus notamment. Donc l'intérêt d'étudier le transcriptome des cellules de cumulus pourrait permettre de pouvoir corréler les variations de transcrits dans ces cellules à la qualité de l'ovocyte, que ce soit qualité nucléaire ou cytoplasmique, dans le but d'identifier des marqueurs indirects et donc non invasifs de la qualité de l'ovocyte. Donc je vais vous faire une première présentation sur quelques travaux qui ont porté sur l'étude des transcrits dans les cumulus ou la granulosa. Donc on a tout d'abord deux travaux qui sont issus d'une même équipe, qui ont étudié en fait les cellules de la granulosa humaine, donc isolées dans les liquides folliculaires au moment des ponctions. Ils ont mis ces cellules en culture durant 7 jours, et après ces 7 jours, ils ont ajouté ou de la FSH, ou de la LH, ou de la forscholine, pendant 24 heures, et ils ont regardé à l'aide de puces Affymetrix les gènes qui sont différentiellement exprimés dans ces cellules de granulosa. Donc la première étude a montré une transcription différentielle, notamment des gènes de la stéroïdogénèse du cytosquelette et des gènes qui ont un rôle dans la régulation de l'apoptose. Et la seconde étude publiée a visé à étudier les gènes qui codent pour des facteurs de croissance et notamment des facteurs qui sont impliqués dans les cancers. Il y a également une étude toute récente qui vient de sortir sur les cellules de granulosa humaines, toujours isolées des liquides folliculaires, qui, eux, ont comparé en fait le transcriptome global via des puces Affymetrix de nouveau en fonction de 2 types de traitements de stimulation, donc ou des patients qui ont été stimulés par de la FSH recombinante ou des patients stimulés par de l'HMG. Ensuite, on a un certain nombre d'études qui portent sur plus globalement le complexe ovocyte cumulus. Il y a notamment une étude d'Hernandez-Gonzalez qui, en fait, ont regardé in vivo chez la souris le transcriptome global des complexes en tuant leurs souris à différents temps après les injections d'HCG et en regardant, donc là d'un point de vue cinétique, le transcriptome de leurs souris. On a également l'étude de Rodriguez en 2006 qui, eux, ont fait du transcriptome un petit peu moins global par la technique de Sage, qui ont visé à identifier en fait des gènes qui sont associés à la rupture de la vésicule germinale dans des complexes de souris. Il y a également une étude chez le bovin, par Assidi en 2008, où eux ont comparé les gènes régulés après culture via des puces en fait, des puces maison, donc par hybridation soustractive, où ils ont pris des complexes après stimulation in vivo et des complexes d'abattoir, donc de bovins d'abattoir, et ils ont comparé la réponse de leurs complexes, soit à la FSH, soit au PMA. Donc le forbol myristate acétate, qui est un déclencheur de l'AMP cyclique.
Il y a une étude de Hassou qui date d'il y a 2 ans, qui, eux, ils ont étudié en fait les gènes qui s'expriment différentiellement dans les ovocytes de différentes qualités d'un point de vue nucléaire. Donc ils ont regardé les gènes différentiellement exprimés dans les VG, dans les métaphases 1 et dans les métaphases 2. Et ils se sont également intéressés aux gènes qui s'expriment différentiellement dans un cumulus qui entoure un ovocyte de métaphase 2 par rapport aux gènes des ovocytes. Et enfin, il y a 2 belles études sur des cumulus humains qui sont sorties très récemment. Vous avez une étude de Van Montfort qui vise à étudier en fait les gènes différentiellement exprimés dans des cumulus humains en fonction du clivage précoce des embryons après la fécondation. C'est une étude qui s'est faite sur des cumulus individuels. Et vous avez également l'étude de Hamel qui eux, ont regardé par contre dans la granulosa, avec des poules de granulosa en fonction s'ils avaient une grossesse ou pas. Et là, ils ont fait, alors c'est une étude qui est assez complexe, ils ont regardé ça à la fois par des puces SSH, donc par hybridation soustractive, en prenant de la granulosa murale et des cumulus, et ils ont également fait la même étude en parallèle avec des puces commerciales Affymetrix. Enfin, nous avons fait le même type de travail, donc en étudiant globalement le transcriptome du cumulus, dans le but d'identifier les gènes qui sont différentiellement exprimés en fonction de la qualité de l'ovocyte, et ce dans 2 situations. Donc on a comparé la maturité nucléaire de l'ovocyte, donc si l'ovocyte se trouvait en VG ou en métaphase 2, et on a également regardé la compétence au développement de l'ovocyte, mais à une compétence beaucoup plus tardive que dans l'étude de Van Montfort, puisque nous, on s'est intéressé à si l'ovocyte, après la fécondation, devenait un blastocyste ou non. Donc pour ce faire, on a utilisé des puces également commerciales Agilent, et ce sur 72 cumulus individuels, en prenant 11 cumulus qui entouraient des ovocytes immatures, 61 cumulus qui entouraient des ovocytes matures, dont 31 dont les ovocytes donneront un blasto, et 30 où l'ovocyte ne donnera pas de blasto, qui arrêtera donc son développement un peu précocement. Donc on a utilisé des puces Agilent avec rapidement un cycle d'amplification et de marquage, et on a annoté les gènes et les fonctions via gene ontologie, et après avoir sélectionné un certain nombre de gènes, on validera ces gènes sélectionnés par PCR quantitative. Donc les résultats qu'on a obtenus, on a obtenu sur 44 000 gènes qui sont présents sur la puce, on a obtenu 850 gènes qui sont différentiellement exprimés dans nos 3 situations, dont notamment 713 gènes qui sont différentiellement exprimés en fonction de la maturité nucléaire de l'ovocyte et 155 gènes qui sont différentiellement exprimés en fonction de la compétence au développement de l'ovocyte. On peut expliquer cette différence de gènes par le fait que la première situation que nous avons comparée entre des ovocytes matures et immatures sont des situations qui sont relativement bien distinctes, puisque dans un cas, l'ovocyte n'a pas repris sa méiose, il s'est complètement bloqué, alors que dans l'autre cas, on a des ovocytes qui ont correctement repris leur méiose. Donc d'un point de vue physiologique, on a vraiment des choses bien distinctes. Alors quand on compare les ovocytes qui sont matures, qui donneront ou non un blasto, là on a des situations qui sont beaucoup plus proches, d'où le fait qu'on ait beaucoup moins de gènes qui soient différentiellement exprimés. Concernant les fonctions qui sont différentiellement exprimées en fonction de la maturité nucléaire de l'ovocyte, on a principalement des fonctions qui vont toucher le métabolisme, ce qui est peu étonnant dans la mesure où le cumulus a un fort rôle au niveau métabolique de l'ovocyte, puisqu'il a un rôle très très important pour métaboliser un certain nombre de choses que l'ovocyte va être incapable de faire. Donc que le fait qu'il y ait beaucoup de fonctions, notamment le métabolisme du cholestérol ou des stéroïdes, c'est très peu étonnant. Et concernant les fonctions qui sont différentiellement touchées en fonction de la compétence au développement de l'ovocyte, là on a des fonctions qui sont plus diverses et variées, comme le cycle cellulaire, la différenciation ou la prolifération, ou encore des synthèses d'enzymes ou des biosynthèses d'enzymes diverses et variées. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions concernant ces gènes du cumulus
dont on a l'impression que l'analyse pourrait peut-être nous donner une idée de la qualité ovocytaire et donc nous aider dans le choix de l'embryon à transférer? Oui, ce serait vraiment, en fait, apporter un critère supplémentaire aux critères qui existent déjà dans les labos, qui permettrait de dire que l'ovocyte et donc l'embryon qu'il a donné aurait des chances importantes ou moindres de se développer jusqu'au stade de blastocyste. Mais ça permettrait vraiment d'ajouter en fait un critère par rapport à ceux qui existent déjà aujourd'hui. Mais en pratique, c'est des études qui peuvent ce sont des explorations qui peuvent être rendues rapidement pour permettre le choix de l'embryon issu de cet ovocyte. Oui, oui. Techniquement, en fait, à partir du moment où on a les cellules de cumulus, il faut à peu près 24 heures pour faire l'ensemble des analyses, donc l'extraction des ARN, la PCR quantitative. Il faut un petit peu moins de 24 heures. Donc, ce sont des résultats qui seraient accessibles rapidement. Et sur tous ces gènes exprimés, vous pensez qu'il y en a plus un qu'il faut étudier que d'autres? Oui. Mais on n'a pas encore ce qu'il faut étudier. Oui, il y en a quelques-uns qui, je pense, seraient intéressants. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Bien, je crois qu'il nous reste à remercier le laboratoire Ferring d'avoir organisé cette soirée passionnante sur l'implantation, qui malheureusement nous donne un peu le vertige à nous autres cliniciens sur la manière dont on arrive à concevoir un enfant in vitro. Merci.